secteurs, mais il y en a d'autres. Il y a le tourisme médical, qui, dans les sociétés modernes, est un élément qui se développe avec aussi ce signe d'une sorte de défiance par rapport aux connaissances de son médecin, avec le second avis, qui lui est légitime et qui d'ailleurs répond quelquefois avant même que le patient n'ait posé la question à des propositions qui, par exemple, dans le domaine de la cardiologie, apparaissent maintenant comme naturelles. Alors le médecin s'éloigne du patient. Pensez à ce qui est en train d'arriver, non seulement par une volonté politique, mais aussi par l'intérêt du patient, à la télémédecine. La télémédecine qui introduit un lien, une séparation, une coupure, d'autant plus intéressante, mais aussi préjudiciable, que cette télémédecine peut aller depuis une province, le fond d'une province française et le fond d'un pays dans la région subsaharienne. Donc là, comme séparation, on ne peut pas faire plus long. Mais cette télémédecine, qui est un progrès, dans les exemples que je vous donne, je ne conteste pas que les ambitions et les motivations même peuvent être légitimes à travers l'amélioration du progrès et de la santé des individus, où qu'ils soient, et la télémédecine, bien sûr, y répond. Seulement, comment se fait le lien entre le médecin et le patient? C'est une question qui aussi doit être posée, d'autant plus qu'un des éléments qui pour le moment ne me paraît pas bien résolu, y compris dans les termes réglementaires ou législatifs qui sont en cours ou qui ont été votés, c'est la responsabilité. Qui est responsable vis-à-vis de la personne elle-même qui finalement bénéficie de la télémédecine pour un diagnostic, voire même pour un traitement. Et puis la télémédecine et la téléchirurgie. Vous avez vu, ou vous connaissez, peut-être l'avez-vous pratiqué, le chirurgien qui est à son clavier et qui, avec le robot, finalement correspond à la rupture du lien charnel que je vous proposais dans un instant. J'ai assisté à l'invitation de mes jeunes collègues il y a quelques années à un prélèvement de reins sur donneur vivant à travers la chirurgie robotique. Eh bien, c'était spectaculaire. Mais je n'ai pas vu le chirurgien. Et bien sûr, le patient ne l'a pas vu non plus. Et le chirurgien, il était dans son bureau, là, dans une cabine, et puis il manipulait d'une façon extrêmement précise les instruments dont on voyait aussi l'image. Entre nous, comme rupture du lien charnel, on ne peut pas faire plus moderne. Alors, c'est une sorte de bilan qui n'est pas un bilan pour vous angoisser, mais c'est la réalité. Et il faut non seulement la connaître, en comprendre les motivations, mais en voir aussi les inconvénients. Et heureusement, si l'on peut dire, qu'il y a actuellement une tendance trop nouvelle pour qu'on puisse savoir si c'est un remède, il y a l'ambulatoire. L'ambulatoire, dont les motivations ne sont pas tellement la réapparition d'un lien charnel, mais d'autres hypothèses, d'autres fondements, qui sont aussi le confort du patient, mais aussi le moindre coût économique sur lequel on se fait quelques illusions. Mais là, on retrouve, à travers la mise en place du traitement de la médecine ambulatoire, le lien ancestral entre le médecin de famille, qui existe encore et qui peut être d'ailleurs réanimé par l'ambulatoire, à condition que cet ambulatoire comporte la reconnaissance du rôle nouveau du médecin ambulatoire, du médecin de famille, tel qu'il avait été peu à peu abandonné. Alors, j'en ai à peu près terminé. Je dois quand même parler, par rapport au titre qui m'a été imposé, à propos de cette évocation, de cette analyse que je vous ai livrée, des valeurs, puisqu'il y avait dans le titre des valeurs, des avis et des lois dans la pratique médicale. J'ai commencé par la pratique médicale, mais maintenant je viens au début de la phrase et de mon programme. Ces valeurs, elles sont de moins en moins protégées. Elles sont de moins en moins protégées, elles sont de moins en moins protégées et elles sont de moins en moins partagées. Car au fond, peut-être dans un auditoire comme le vôtre, il y a une écoute apparemment pour ce que je vous livre. Mais actuellement, dans un monde où les événements se précipitent, où on ne prend plus tellement le temps de penser, ces questions sur les valeurs, finalement, apparaissent comme des résidus de l'Antiquité.
non seulement elles sont de moins en moins partagées, mais elles sont aussi de moins en moins universelles. Et là, on tombe dans une actualité qui est celle de la révision des lois de bioéthique, et en particulier tout ce qui touche à la grossesse pour autrui, où l'exemple qu'on nous donne depuis des années, où je m'intéresse non seulement à l'éthique, mais aux aspects législatifs du débat éthique, je vois comme vous qu'il y a des comparaisons des législations entre différents pays dans lesquels, et ça c'est dramatique, la France apparaît comme en retard par rapport à d'autres pays qui autorisent ce que la France continue d'interdire. L'exemple qu'on peut vous donner, c'est la grossesse pour autrui. On dit, alors toujours en ramenant finalement ce principe de l'équité, qu'on ne peut pas expliquer ni admettre qu'en France, on interdise une grossesse pour autrui qui est autorisée dans d'autres pays, dont je parle d'ailleurs dans une compétition, en disant que ce sont toujours les pays les moins disant éthiques qui l'emportent. Et dans le cas particulier, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais présenté comme un progrès technique, un progrès pour la femme, un progrès pour le couple infertile, on doit pouvoir autoriser dans la loi, pour ne pas prendre des sujets beaucoup plus épineux, l'extension des indications de l'AMP. Mais cette technique finalement de la grossesse pour autrui, pour moi, est un indicateur qui, en France, est à l'orange, et je crains qu'il passe au rouge. Pour tout ça, parce que ces principes, ces valeurs ne sont pas des valeurs universelles. J'ai l'expérience de ma participation au Comité international de bioéthique de l'UNESCO, où j'avais découvert qu'il y avait des différences de valeurs, entre autres à travers les cultures, les religions et l'histoire, mais désormais, ces interventions, ces facteurs sont encore plus prégnants et risquent d'entraîner des écarts beaucoup plus larges que ceux qui existent déjà actuellement. Et puis sans compter les valeurs éthiques, dont il faut maintenant que je dise quelques mots avant de conclure. Les valeurs éthiques elles-mêmes sont nombreuses et elles ne sont pas toutes partagées au plan universel. En revanche, il y en a 3 qui émergent et qui pour le moment sont menacées. Il y a l'autonomie de la personne à travers la reconnaissance de sa dignité et qui s'exprime à travers le consentement éclairé de la personne. Le deuxième principe, dans un ordre qui n'est pas d'importance décroissante, c'est le principe de bienfaisance et de non-malfaisance. C'est ce qu'on traduit par le bénéfice, l'appréciation et la prise en considération du bénéfice et du risque. Et puis ensuite et enfin, il y a l'équité, c'est-à-dire à travers l'expression de l'accès aux soins. Que deviennent actuellement ces principes? Celui qui me paraît le plus menacé, c'est le premier, c'est-à-dire le consentement. Parce qu'un des sujets sur lesquels je vais essayer de limiter, même s'il me paraît à la fois, il m'inquiète et il me passionne, ce sont les données médicales. C'est le partage des données à travers les big data et les GAFAM. Donc il faut quand même bien citer quand on tient un propos comme celui-là. On sait très bien qu'ils en sont les destinataires finaux. Or, actuellement, même si une des dispositions légitime prise en Europe à travers la RGPP de protection des données, recommandation générale de protection des données, c'est noble, c'est ambitieux, c'est très européen. Mais quand j'ai vu les conditions dans lesquelles elle allait être les atteintes à cette mise en disposition étaient soumises, c'est-à-dire l'obligation du consentement, mais le consentement assorti d'exigences pour que la personne consente, qui sont aussi bien sortir du fichier, quand il y en a des milliards, je ne sais pas comment on va faire, d'autre part la délocalisation. Enfin, il y a 4 principes qui normalement doivent être présentés à la personne avant qu'elle ne puisse entrer dans ce recueil, y compris d'ailleurs à travers les structures les structures connectées, les installations connectées, dont elle-même se réjouit sans se préoccuper du sort même que ces données auxquelles elle tient beaucoup par rapport à sa propre santé, eh bien, on va se défendre
pour le partage de données, on n'y parvient pas. Et en plus, on ajoute une source qui est une source à laquelle la personne elle-même tient beaucoup. Autrement dit, par rapport à un raisonnement un peu verbeux, je dis que le consentement est foutu et qu'actuellement, pour des raisons de cette nature, on va peu à peu considérer que le consentement était une autre époque et que finalement, avec tous les progrès, entre autres des big data et de l'intérêt des big data pour les corrélations, améliorer la santé, etc., on fait valoir des éléments qui sont probants, qui sont positifs, mais le prix à payer, à mon sens, c'est une mise en cause de certains principes qui étaient universels et qui peu à peu sont oubliés, y compris par l'opinion qui finalement s'en désintéresse. Alors après avoir dressé ce tableau euphorique, il me reste à parler des lois, puisque au fond, ce que je vous dis là, rien n'est obligatoire. Alors d'abord dans les lois, qui sont très nombreuses, j'en ai compté et je ne vous les exposerai pas toutes, mais il y en a actuellement au moins une quinzaine en France, dont la première, c'est le code de déontologie médicale. Car il y a des juristes parmi vous, mais ce que tout le monde ignore, que tout le monde ne sait pas, c'est que le code de déontologie médicale est inscrit dans une loi dont j'ai des références ici. Mais en tout cas, c'est une obligation. Les obligations du code sont des obligations légales, c'est-à-dire le non-respect de ces obligations vaut sanction. Ensuite, les lois de bioéthique. On en parlait tout à l'heure. La première des lois de bioéthique, c'est celle de 20 décembre 88 sur la protection des personnes à la recherche biomédicale. Pourquoi je la cite? C'est pas seulement par orgueil d'auteur avec ces ruses-là, mais c'est parce que c'est la première fois qu'on voyait dans une loi inscrite l'obligation du consentement. Ensuite, dans le domaine de la recherche. Ultérieurement, vous avez eu la loi Kouchner, avec qui j'ai beaucoup travaillé, à la fois avec beaucoup d'agréments et quelquefois beaucoup de fantaisie, et qui a inscrit l'obligation du consentement informé, on en a parlé ce matin, pour tout acte médical en dehors même de la recherche. Alors ces lois, ce qui est intéressant, c'est que 1994, elles ont fait l'objet d'un rendez-vous, et que ça est assez inhabituel que quand le Parlement vote une loi, que ce soit une proposition de loi ou un projet de loi, il considère que ce texte demandera à être revu. C'est la nature même du contenu et de l'évolution de tout ce qui est couvert par la bioéthique qui amène d'une façon réaliste le législateur à se donner rendez-vous pour 4 ou 5 ans plus tard pour voir si des progrès, des innovations peuvent entrer dans le cadre de la loi précédente ou si au contraire des modifications doivent intervenir. On est en pleine actualité et on verra dans les prochains mois. Et puis ensuite il y a les lois hospitalières. Alors là je passe, il y en a une dizaine en 20 ans, mais ce ne sont pas tellement celles qui nous intéressent aujourd'hui. Et puis ensuite, j'allais dire enfin, le Code civil. Parce que c'est dans le Code civil que le statut du corps humain, qu'on avait fait évoquer ce matin, est inscrit. Et que ces principes d'inviolabilité et d'indisponibilité du corps humain ont évidemment une présence très forte dans le sujet de mon exposé à l'instant. Alors, j'en termine, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une note qui est plutôt une note d'interrogation, d'inquiétude, par rapport à des poussées, à des éléments dont vous avez vu face à un domaine qui est en train de se parcelliser, une sorte de privilège par rapport à l'idée de progrès, dont finalement on sous-estime à la fois les avantages, on surestime les avantages et on sous-estime les inconvénients et les limites. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? J'allais dire réfléchir. Réfléchir et finalement participer d'une façon ou d'une autre aux interrogations éthiques. Parce que la réflexion éthique, c'est un questionnement. Vous n'allez pas, quand vous vous intéressez à l'éthique, surtout si vous le faites tout seul, vous serez toujours d'accord avec vous-même, mais à partir du moment où c'est 3 ou 4 personnes, il n'est pas sûr que vous serez d'accord tous les 3. Or, ce qu'apprend l'éthique, c'est à connaître la diversité des valeurs, pour ceux qui en leur attachent quelques prix, la diversité des valeurs, le respect des valeurs des autres. Ce que m'a appris le CCNE à l'époque, c'est qu'il y a une diversité des opinions, parfois d'ailleurs des opinions religieuses ou politiques, celles avec lesquelles en principe on ne peut pas transiger. Eh bien, il y a le respect des valeurs de l'autre, mais également la défense de ses propres valeurs. Et puis, dernier point,
l'interrogation sur le sens. Et je crois que dans une société de progrès, où le progrès s'accélère, où il est de plus en plus séduisant dans sa présentation et ses ambitions, eh bien, on doit prendre le temps, que ce soit les chercheurs, les médecins, les scientifiques ou les juristes, de s'intéresser non pas sur le sens de la vie, ça serait trop ambitieux, mais en tout cas sur le sens du progrès, tel que j'en ai donné les quelques signes tout à l'heure. Comme quoi ce n'était pas si difficile que ça. Non, 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 non. Non, je crois qu'il faut bénéficier, parce que moi j'ai un sentiment qui est un sentiment, je dirais, qui est double. Le premier sentiment que j'ai serait de dire que les lois de bioéthique, depuis le début de leur... et je mets un peu la loi sur l'IVG dans les lois de bioéthique parce qu'elles ont rapport avec la chair, le corps, le couple, la demande sociale. Et donc, on voit un mouvement qui fait que à chaque loi, il y a une interdiction qui, à la fois, prochaine, élevée, et en définitive, on en arrive là maintenant, par rapport aux procréations médicalement assistées, à proposer quelque chose qui n'est plus de nature et qu'est la GPA. Et beaucoup passent de l'un à l'autre, c'est-à-dire que les lois n'ont été qu'une succession, et cette succession, et il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire, c'est une constatation, je pense que vous l'avez ressenti, et parallèlement, il y a ce qui fait changer, et qui est peut-être intéressant au niveau de la démocratie, telle qu'elle est en train de se développer, devenir plus vivante, c'est écouter d'autant plus les peuples. Autant la loi sur l'IVG, par rapport à un certain nombre de conceptions, y compris multiples, religieuses, de conviction, ont permis de passer de l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité. Et là, on se retrouve que la demande sociale, dans une société, comme tu l'as dit, qui est mondialisée, où les choses peuvent se passer ailleurs et pas chez soi, où la communication fait que l'on peut aller ailleurs faire ce qui est interdit en France pour ensuite réintégrer la France, et ensuite une Union européenne qui elle-même a une vision des droits de l'homme, des droits de l'enfant, et qui en va jusqu'à dire, bien sûr, il faut reconnaître ces enfants qui ont été conçus en dehors de France, même par GPA. On se rencontre, et personne ne peut être contre cela, en définitive, par rapport aux droits des enfants. On se rend compte qu'il y a des dynamiques qui sont en définitive en jeu, un peu contradictoires, et qui entraînent la situation dans laquelle nous trouvons là. D'où la nécessité, et j'entends bien là, de la réflexion éthique. Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui différencie plutôt? Prenons par exemple une PMA, y compris une PMA pour tous, d'une GPA. Donc il y a toute une réflexion à la fois philosophique sur la finalité, sur la nature, etc., qui est importante, et c'est pour ça que je posais le problème des lois. Les lois servent en quelque sorte à ralentir, à faire en sorte que le progrès médical et scientifique se fasse dans des conditions de dignité les meilleures possibles, mais en même temps il y a une force qui est une force sociale, de demande sociale importante, même si c'est une minorité. Mais en plus, on est dans une Europe où le droit des minorités devient plus important et plus important doit être entendu, sinon on est dans une vision de mépris qui n'est pas acceptable. Ça, c'est la première réflexion que je me pose, et j'aimerais que tu réagisses là-dessus. Est-ce que tu vois à peu près le même mouvement ou pas? La deuxième chose, c'est qu'il y a eu
des états généraux de la bioéthique. Et ces états généraux de la bioéthique en arrivent à des conclusions qui sont tout le temps contestables. Qui est-ce qui a répondu? Est-ce que les mouvements ont fait que? Mais qui en arrivent à être violemment contre un changement actuellement d'une évolution de la loi, y compris sur la PMA, et pour tous, et y compris pour la GPA. Et donc c'est le problème du politique qui est posé là. Comment le politique peut-il, déjà le CCNE, déjà dire, mais bien nous, voilà, on est pour la PMA pour tous, alors que visiblement, et sur quels arguments? Donc ça pose le problème du côté consultatif, comme le disait notre maître, enfin mon maître, parce que c'était ta génération Jean Bernard, qui disait ce qui fait l'honneur du Comité national consultatif national d'éthique, c'est justement qu'il est consultatif, et donc c'est une valeur morale, mais ça n'est pas du tout une décision. Donc c'est le deuxième point, c'est-à-dire comment des états généraux qui sont faits pour penser, n'est-ce pas, et qui aboutissent à de tels résultats, risquent d'amener dans une démocratie qui prend de plus en plus la volonté sociale, y compris des minorités. Comment tout ça? Et là, je m'adresse aux politiques, parce que là, il y a de véritables, comment dire, contradictions. Parce que les lois ne sont pas faites ni par le ministre de la Santé, ni par les juristes, tant pis pour les juristes, mais c'est fait par le Parlement. Donc comment le Parlement, devant cet état de fait, qui est actuellement celui que j'analyse, mais peut-être que je me trompe, tout le monde pourra prendre la parole, comment tu te situes par rapport à cela? Je me situe en fonction de mes convictions et de mes valeurs. Belle réponse. Oui, et tout en disant le respect des ambitions des autres. Par rapport à l'avis du CCNE et par rapport à l'intérêt des États généraux. Le CCNE, lui, il rassemble dans sa diversité des personnes qui d'abord ont réfléchi, qui ont une pensée, une expérience et des convictions qui sont bien sûr différentes et des valeurs qui sont différentes. Donc il y a la diversité du comité d'éthique. Et heureusement, en tout cas dans les quelques années que j'y ai passées, il y a de mon temps, comme disent les vieux, il n'y a pas eu de vote. Il y avait des avis, des recommandations, et puis il y avait à la fin, tu pourras regarder dans les comptes rendus du CCNE, il y avait à chaque membre du comité la possibilité d'exprimer quelle avait été sa position avec les arguments qu'il avait fait valoir. Ça, pour moi, c'est bien. D'autant plus quand il était contraire. Je me rappelle que Mme Barrier, par rapport au consentement qu'il avait voulu, n'était pas totalement en adéquation avec la position qui avait été prise et qui, en effet, avait formulé dans le journal. Oui, je crois qu'il faut d'abord le comprendre et pas attaquer le CCNE s'il n'est pas de l'avis que la position que vous avez, vous, qui va dans le sens, par exemple, d'une autorisation de grossesse pour autrui. Alors, ce n'est pas du tout la même chose pour les États généraux. Et je crois que les États généraux, c'est la fausse démocratie. Voilà. Parce qu'il n'est pas possible, même si il y a une préparation qui dure généralement 2 ou 3 jours, en tout cas c'était le cas pour les États généraux précédents, comment peut-on en 2 ou 3 jours ou 4 jours donner à des gens dans leur diversité de culture, de motivation, d'âge, des éléments pour pouvoir, au cours d'une manifestation qui va être très médiatisée, la possibilité de s'exprimer avec des prises de position qui devront être considérées. Ce que je dis là n'est pas du tout une injure à la démocratie, mais ce que je dis, c'est, par exemple, en matière de politique de défense, eh bien, si tu consultes les Français pour savoir s'il faut un 2e sous-marin nucléaire, je ne suis pas sûr qu'il y a une majorité pour dire oui. Or, quel est l'intérêt? Certains vont pouvoir la défendre et peut-être convaincre. Donc il faut faire attention, non pas à la limite de la démocratie, mais il y a un apprentissage. Ou alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on remarque? Ta question, elle est bonne. Ça t'intéresse, c'est bien. Oui,
Parce que, à propos de l'embryon, entre la loi de 94 et la loi de 2011, il y avait eu une querelle au CCNE et en dehors concernant l'embryon, les essais, les recherches sur l'embryon humain et les cellules souches. Bon, ça reste actuel, mais c'est moins brûlant. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, dans le premier texte, celui de 2011, je crois, ou peu importe, le texte avait interdit l'utilisation des embryons, même surnuméraires, enfin les avait encadrés avec des arguments qui étaient changement politique de majorité. Nouveau débat parlementaire sur la loi de bioéthique, eh bien ce qui avait été interdit par une majorité de droite a été autorisé par une majorité de gauche. Faites attention à quoi vous votez. Oui, non, mais attends, moi je ne suis pas ni d'un bord ni de l'autre, en tout cas ça ne vous regarde pas. Tout le monde le sait. Mais simplement, dire sur des questions aussi profondes que une majorité va pouvoir changer, je dis, ça c'est de la démocratie. Bien sûr. C'est de la démocratie, mais imaginez le citoyen dans un débat comme celui-là. Pour moi, ça serait une sorte de transfert de responsabilité dans une démocratie qui est une démocratie représentative. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc voilà, je suis contre les états généraux de la bioéthique. Je suis très heureux de ce que tu dis là parce que j'attendais que quelqu'un le dise. Monsieur, vous avez la parole. Non, c'est vous dont je parle. Levez-vous. Vous êtes venu de loin et c'est bien que vous l'ayez fait. Présentez-vous un peu, on ne sait pas qui vous êtes. Je disais donc tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais est-ce que tout cela n'est pas basé sur le fait que les études médicales à la base ne comportent pas actuellement des études de ce qu'on appelle les sciences sociales, les sciences humaines, à savoir la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, qui sont à la base de tout ça, puisque ça permet justement. C'est ce que j'ai fait depuis 40 ans. C'est dramatique. Malheureusement, je suis attaqué là. Défendez-moi un peu, vous n'êtes pas là pour rien. Allez, je suis en train de faire. Vous avez raison. Je vous défends. Défendez-moi, j'en ai besoin. Mes successeurs ne vont pas le faire. Bref, tout cela pour dire qu'il faut absolument réintroduire ces sciences médicales dans le cursus de formation des futurs médecins. Évident. La chair. Il y a l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, etc. Et on en revient même aux États-Unis d'ailleurs, on revient sur ce cursus, sur cette notion. Ça permet d'avoir plus d'empathie, d'avoir plus, comment dirais-je, beaucoup plus à proximité de la nation, tout ça, et surtout chez nous, contrées. C'est où vos contrées exactement? Le Maroc. Où est-ce que vous en êtes avec les lois de bioéthique là-bas? Pardon, ne parlez pas de nous, parlez un peu de vous. Avec les lois bioéthiques? Oui. On va vous habiter, justement. Mais est-ce que vous avez des lois de bioéthique? On a même prévu d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi donc? Souvenez-vous? Qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce que j'ai encore? On a prévu d'avoir justement un jumelage. Bien. Mais c'est bien que ce soit vous qui le disiez. On va se jumeler. Avec votre faculté, pour pouvoir enseigner sa loi de bioéthique. Donc ça permet d'avoir plus d'empathie, plus d'approche vis-à-vis de Le sénateur Jurier a dit qu'il viendra. les patients proches qui sont quand même. Oui. Voilà, c'est tout. Merci. Oui, attends, je réponds. Il y a le droit, je réponds parce que votre réflexion concernant la place de l'enseignement éthique dans les études, y compris médicales, est tout à fait importante, mais pas seulement chez les médecins. Parce que l'éthique, quand on a mis en place des structures éthiques, que ce soit les espaces éthiques régionaux, les médecins étaient rarement en tête. C'était plus souvent des philosophes, des sociologues ou des juristes. Or, les médecins ont eu, peut-être moins maintenant, une sorte de mise à l'écart de la réflexion éthique. Pour une raison qui est simple, c'est que l'éthique peut apparaître comme une sorte de mise en cause
de la décision même de la position du médecin. Et il ne veut pas prendre le risque de se voir opposer des principes éthiques à des attitudes qui auraient privilégié. Donc ne pas réserver la réflexion éthique aux médecins. En ce qui concerne la formation, c'est très 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 difficile de sensibiliser, et non pas de former les médecins, les chercheurs, les soignants, les juristes et autres. Pourquoi ? Parce que le questionnement éthique n'aboutit pas à une certitude. Et qu'on s'interroge, et même quand on a défendu ses propres valeurs, au bout du compte, on se dit, est-ce que vraiment j'ai raison ? Ou est-ce que les autres n'ont pas aussi raison? Autrement dit, quand il y a le questionnement qui n'aboutit pas à une certitude, sauf à partir de valeurs, mais qui ne sont pas du tout des arguments de débat, eh bien, apprendre aux étudiants à s'interroger et à douter paraît être un élément qui, pour moi, est un enrichissement, mais qui, pour d'autres, serait un appauvrissement. Chers collègues, vous avez la parole. Merci. Je suis ravi que ce débat soit ouvert. Je voudrais aller un petit peu au-delà. Monsieur Guy, vous avez fait allusion tout à l'heure à le patient ne va plus mal là, le médecin ne va plus mal. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de médecins qui ne regardent pas le malade mais leur ordinateur. Et les choses, c'est une crainte qui a été exprimée d'ailleurs ce matin, qu'avec la télémédecine, ça s'aggrave. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la télémédecine est vraiment quelque chose de très prometteur et que ça va améliorer la technicité, le côté scientifique des médecins. Mais, évidemment, il faut que, par ailleurs, on développe le côté relationnel, la relation médecin-malade, etc. Moi, je viens de prendre la retraite depuis un mois. Donc ça fait 40 ans d'exercice. Bienvenue. Merci. Je suis très frappé, vraiment très frappé ces dernières années, depuis une bonne dizaine d'années, par l'aggravation des choses sur le plan relationnel entre les médecins et les malades. J'en entends parler en ville, à l'hôpital, moi je suis hospitalier, hospital universitaire, je trouve que les choses sont vraiment aggravées au niveau des jeunes, des internes, des jeunes assistants, des jeunes médecins. Et c'est paradoxal, parce qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, le ministère a introduit dans le programme de deuxième cycle de médecine un cours sur relation médecin-malade, annonce d'une maladie grave. Ça n'existait pas à mon époque, c'est nouveau. Et c'est moi qui faisais ces cours. Moi aussi. Donc ça existe. Mon cher Chers collègue, oui, ça existe. Mais, et d'ailleurs je veux dire que les étudiants qui viennent des cours, j'ose prétendre qu'ils étaient contents. Bien sûr, et ils venaient, alors qu'ils ne viennent pas aux sous autres. forme de jeu de rôle ou de questionnement à partir de consultations enregistrées pour les faire réagir. Et donc ils étaient contents, mais ils étaient une vingtaine sur une promotion de 140. Pourquoi? Donc le point de départ est là. Donc, je suis tout à fait d'accord pour introduire les humanités en PA plutôt que les maths et la physique. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas les autres? Parce que les étudiants viennent au cours quand ça leur est profitable pour les examens. Et au concours de deuxième cycle, qui se fait depuis quelques années sous forme de QCM, comment voulez-vous introduire une réflexion sur l'éthique? En réalité, ça n'existe pas. Il y aura plus d'examen dans un an du P1, donc. Oui, mais c'est ça, si on forme, si on sélectionne au départ des étudiants qui sont un peu plus intéressés par les humanités, Écoutez notre collègue. ça sera déjà un problème. Mais en plus, il faut, au cours du deuxième cycle, les motiver à l'éthique, au relationnel. Et la seule façon d'être sûr qu'ils soient motivés, c'est qu'il y ait une évaluation à un moment ou une autre, et une évaluation qui ne soit pas faite sous forme de QCM. Beaucoup de travail à faire pour les Je vous propose maintenant peut-être la dernière intervention à une dame. Une dame, madame là-bas au fond. Madame au fond. Ah, tant pis. La dame au fond là-bas. C'est une gestion entre vous, entre femmes, on ne rentrera pas dedans. Vous avez la parole, jeune femme. C'est Raya Maouche de Éthique et
dit ça, je l'invite dans 3 mois. Il a dit ça. Oh. Ben oui, c'est choquant. Mais en même temps, il y a une réalité auquel on doit réfléchir, c'est que par exemple, moi, quand j'étais à l'INSERM, je générais des données à l'aide des puces ADN et pour publier mon article scientifique, les règles de l'édition imposent de soumettre d'abord ces données, de les mettre dans une base de données publique. Et il y a 2 bases de données publiques, une qui est hébergée par le Centre américain de biotechnologie et le deuxième au niveau de European Institute of Bioinformatics, l'Institut européen de bioinformatique. Donc, la réalité auquel on est confronté aujourd'hui en France est que les données générées avec de l'argent, donc en France, avec de l'argent France, etc., les données se trouvent dans des bases de données américaines. Et sociétés américaines aujourd'hui, elles peuvent facilement, c'est une start-up américaine, pour valoriser ces données, elle peut aller télécharger ces données, faire ce qu'elle veut en faire, etc. Alors que moi, en France, ce sont mes données, je suis obligée par passer beaucoup d'autorisations, de demandes d'autorisation au niveau de la CNIL, etc. Donc, je génère les données et finalement, je n'ai même pas accès à ces données à cause des règles d'éthique ou bien de protection des données à caractère personnel en France. Donc, je laisse le professeur commenter cette réalité. L'interdiction dont vous parlez n'a rien à voir avec l'éthique. Hein. L'éthique, la réflexion éthique, même si elle était unanime, ce qui n'est pas le cas, ne pourrait pas s'opposer à des dispositions comme ça dont vous venez de parler. Donc ce n'est pas à ce niveau qu'on peut trouver la réponse à une question qui est de plus en plus pertinente, de plus en plus inquiétante et qui commence à intéresser l'opinion, qui commence à se demander, à bien voir un petit peu une idée de ce que sont ces données, et avec depuis quelques mois un sentiment d'appartenance du citoyen en revendiquant que ce qui lui appartient, c'est-à-dire les données, entre autres, même quels que soient les mots qu'il utilise, on est en train de lui prendre quelque chose. Et dans l'article que j'ai publié l'autre jour, chacun vend sa salade, hein, j'avais pris... C'est le prochain volume d'Udalo sur les big data. Oui, Nous avons, oui. qui est actuellement sous presse. Oui. Bon, il est là-dedans? Non, il est en train, il est Ah sous bon. presse. Il est sous la presse. Ceci étant, hier, on a beaucoup travaillé sur l'intégrité scientifique et tout le problème du circuit, on va dire le réseau publisher, pour être très clair, éditeur, publisher, et comment ça s'articule par rapport aux éléments d'intégrité scientifique et d'éléments éthiques qui sont tout à fait votre travail, sont à travailler, parce qu'actuellement, avec l'open data, avec tout ce qu'on veut, etc., c'est devenu extraordinairement complexe. C'est moins compliqué. Le titre, je suis pas allé au bout de ma phrase, le sous-titre de cet article, c'est « Nous sommes tous des aliénés ». Voilà. Je vous conseille de le lire, mais pour ça, il faut vous abonner à la SFEM, et l'année prochaine, comme je le fais, j'offre aux membres de la SFEM, n'est-ce pas, quelques publications. Je plaisante. J'espère que vous êtes heureuse, parce que nous avons poussé dans ces retranchements le professeur Hurier. Donc c'est très bien. Je ne le regrette pas. Merci. Nous passons maintenant